Attention, cette vidéo contient des séquences qui peuvent choquer certaines personnes. Si vous êtes mineur ou sensible, je vous déconseille de la regarder. Parfois, quand on regarde un film d'horreur, à la fin on essaie de se rassurer en se disant que le film est une pure fiction, que rien n'est réel, jusqu'à ce que l'on voit l'inscription sur fond noir basée sur des faits réels. Meurtre, apparition terrifiante ou encore possession, ces films d'horreur ne nous épargnent vraiment rien. Voici 10 films d'horreur tirés d'une histoire vraie. Numéro 10, L'exorcisme d'Emily Rose. Ce film a été réalisé en 2005. Il met en scène une jeune étudiante qui demande au prêtre de l'exorciser car elle pense être possédée. Le film raconte en fait la véritable histoire d'Anneliese Michel, une jeune Allemande morte après plusieurs semaines d'exorcisme et de maladie. Tout commence en 1958, Anneliese a alors 16 ans, elle est victime de nombreuses crises et est transportée à l'hôpital. Les médecins lui diagnostiquent une épilepsie, une dépression sévère. Malgré les médicaments, son état fait qu'aggraver. Elle répète sans cesse qu'elle voit des visages démoniaques, entend des voix, puis en parle avec les médecins qui ne savent plus comment l'aider. Les parents se tournent alors vers l'église, ses crises deviennent plus violentes, elle mord ses proches, boit sa pisse, mange ses araignées et dort sur le sol. Elle se met à rejeter les symboles chrétiens tels que les crucifix ou les peintures représentant Jésus-Christ. Elle devient violente, agressive et emploie un langage très familier qui n'était pas le sien. Les prêtres décident alors d'exorciser la jeune fille, toutes les séances ont été enregistrées. On y entend Anneliese Michel insulter et prendre plusieurs voix. Voici une courte partie d'un de ces enregistrements. Nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein! Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie! Nein! La jeune femme meurt le 1er juillet 1976 à 23 ans d'une malnutrition et d'une déshydratation sévère. Cependant, l'autopsie révélera que son cerveau ne présentait aucune tumeur, lésion ou anomalie. Une enquête a été ouverte et les parents d'Anneliese ainsi que les deux prêtres exorcistes ont été inculpés et condamnés à 6 mois de prison avec sursis pour négligence. Pour le tribunal, malgré des enregistrements audio assez troublants fournis par les hommes d'église, Anneliese Michel était tout simplement épileptique. 2 ans après sa mort, le corps d'Anneliese Michel a été déterré et déplacé dans un cercueil de chêne neuf. C'était le désir de ses parents qui ne voulaient pas qu'elle soit dans un cercueil bon marché. En réalité, il s'agissait seulement d'une excuse. Une femme les avait appelés et prétendait qu'elle avait eu une vision. Selon elle, le corps de leur fille était encore intact. Les rapports officiels indiquent que le corps montrait une détérioration constante. Les photos du corps exhumé n'ont jamais été montrées et les parents d'Anneliese ont été interdits d'assister à l'exhumation. Numéro 9, Chucky. La poupée tueuse Chucky fait aussi malheureusement partie de ce top. La vraie poupée ne s'appelait pas Chucky mais Robert. En 1879, la famille Otto emménage dans une maison en Californie. Le couple Otto étant très riche, elle y avait embauché plusieurs employés dont quelques nourrices pour leur fils de 6 ans nommé Robert Eugène Otto. Un jour, Madame Otto aurait surpris une des nourrices, une jeune haïtienne, s'adonnant à des rituels de magie noire. Elle décide de la virer. Avant de partir, la nourrice offre une poupée au petit garçon. La poupée ressemble beaucoup à un petit garçon et mesure plus d'1 mètre, ce qui est inhabituel pour l'époque. Le petit s'est tellement attaché à la poupée qu'il lui donna son prénom, Robert. Mais très vite, les phénomènes paranormaux se produisent dans la maison. Selon la famille et même leurs voisins, la poupée se déplaçait toute seule en leur absence. De plus, en la présence d'invités, elle clignait des yeux et son regard noir changeait selon son humeur. Des hurlements ainsi que des objets qui se déplacent ont aussi été remarqués. Un soir, les parents de Robert entendent un véritable vacarme en provenance de la chambre de leur jeune fils. Ils courent le rejoindre et découvrent la chambre en désordre total, les meubles étaient renversés et Robert pointait du doigt la poupée en criant « C'est Robert, ce n'est pas moi, c'est Robert !» Un autre jour, la mère de Robert se tenait debout près de la porte et entendit son fils parler à la poupée et en retour une voix grave lui répondait. Elle avait simplement pensé que l'enfant modifiait sa voix comme celle d'un adulte pour imiter les réponses de la poupée. La poupée a finalement été placée au grenier où elle restera jusqu'à ce que la maison soit rachetée. Les nouveaux arrivants affirmèrent alors que la poupée les attaquait et essayait de les tuer. Aujourd'hui, Robert est dans un musée et selon la légende, sa malédiction ne serait pas terminée. On dit que certains visiteurs l'ont vu cligner des yeux et changer de regard. Numéro 8, Massacre à la tronçonneuse. Pour ceux qui n'ont pas regardé le film, Massacre à la tronçonneuse raconte l'histoire de 5 amis qui se retrouvent en panne d'essence dans un endroit isolé. Une maison non loin de là attire leur attention et 2 d'entre eux décident de s'y aventurer. Très mauvaise idée car lorsqu'ils tentent de pénétrer à l'intérieur, un boucher masqué surgit et les massacre, les 2 adolescents avec une tronçonneuse. Je ne vous raconte pas la suite pour ceux qui voudront le regarder un jour. Le scénario de ce film horrible est tiré de l'histoire du tueur en série nommé Ed Gein. Il s'agissait de l'un des plus gros psychopathes de l'histoire.
Cet Américain s'est mis à déterrer des cadavres après la mort de sa mère et a également tué plusieurs femmes pour confectionner des objets de maison avec des parties de leur corps. Les policiers ont découvert chez lui un abat-jour, une lampe, une chaise et même un gilet qui avait été confectionné à partir de peau humaine. Il se servait d'un crâne humain en guise de bol. Des appareils génitaux féminins ont aussi été retrouvés ainsi que des seins et un cœur emballé dans un sac plastique. Des masques confectionnés avec de la peau humaine et des cheveux de femme se trouvaient au beau milieu du salon. Après quelques recherches, la police a aussi découvert la tête de Bernice Worden, une femme qui avait disparu quelques temps auparavant. Selon les rapports d'enquête, Engine se servait de cadavres déterrés au cimetière du village afin de confectionner ses horribles créations et aurait assassiné d'autres personnes. How long have you known Mr. 7 years. What kind of a man did you know him as? Well, Menem's a nice man, just like anybody else. The only difference I'd say in the man, he seems to be a little hot. Numéro 7, Psychose. Sorti en 1960, ce film avait marqué les esprits par sa violence physique mais aussi psychologique. Il mettait en scène un homme qui s'habillait avec les vêtements de sa mère morte. Et bien tout comme le film Massacre à la tronçonneuse, ce film s'est aussi inspiré d'Engine, car outre ses nombreux meurtres, il était aussi connu pour se travestir. Numéro 6, The Conjuring. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, ce film raconte l'histoire de deux enquêteurs paranormaux qui viennent en aide à une famille qui affirme que leur ferme est hantée. Les deux enquêteurs dans le film étaient inspirés du couple Ed Warren et Lorraine Warren. Ed est déontologue et sa femme Lorraine est médium. Ils étaient surnommés les chasseurs de fantômes pour leurs nombreuses enquêtes sur les phénomènes paranormaux. L'histoire de Conjuring s'est inspirée d'une de leurs enquêtes où une famille habitant à Rhode Island a affirmé que leur maison était hantée par une sorcière maléfique nommée Bethesda Sheeran. Les Warren affirment qu'ils ont été confrontés à l'affaire la plus terrifiante de leur carrière. La mère de la vraie famille, Andrea Perron, a regardé le film et a déclaré que certaines scènes ont été modifiées afin d'appuyer l'histoire, mais non, en aucun cas été exagérées. Je n'en dirai pas plus ici, histoire de vous ménager le suspense et de vous permettre de découvrir tout cela dans le film. Dernière remarque, à la fin du film, la vraie famille est montrée aux spectateurs. Numéro 5, Annabelle. Le film Annabelle, qui est sorti en 2014, est aussi tiré d'une histoire réelle. Elle a d'ailleurs, tout comme l'histoire précédente, été traitée par Ed Warren et Lorraine Warren, les chasseurs de fantômes. La vraie histoire se passe en 1970, une jeune fille nommée Donna et sa colocataire décident de partir dans le Connecticut. La mère de Donna lui offre alors un cadeau avant son départ et lui achète une poupée. Peu de temps après leur arrivée à l'université, les deux jeunes filles remarquent d'étranges phénomènes dans leur chambre. La poupée est plusieurs fois retrouvée à différents endroits de la pièce, mais surtout différents appels à l'aide écrits par une enfant sont découverts dans le dortoir. Plus tard, la poupée s'en est même pris à l'une de leurs amies en tentant d'étrangler et la tuer. C'est alors qu'ils décident eux aussi de contacter Ed et Lorraine Warren. Finalement, les deux chasseurs de fantômes feront appel à un prêtre pour exorciser les lieux et amèneront la poupée dans leur célèbre musée. Cependant, la malédiction d'Annabelle n'a jamais cessé de frapper. Un couple qui était venu visiter le musée s'est approché de la poupée enfermée dans une vitrine bénite par un curé. L'homme a tapoté sur la vitre et sur le chemin de son retour, il meurt suite à un accident de moto. Coïncidence ou pas, à vous de décider. Numéro 4, Amityville, la maison du diable. La célèbre histoire d'Amityville a fait le tour du monde et bien évidemment le film Amityville, la maison du diable s'en est inspiré. En 1974, la famille DeFeo emménage dans une nouvelle maison à Amityville. Ils sont 7 personnes, les 2 parents et 5 frères et sœurs. Le 13 novembre, Ronald Jr., l'aîné, termine de regarder la télé. Il prend alors son fusil et assassine toute sa famille. Certains étaient réveillés, d'autres sont morts pendant leur sommeil. Ronald Jr. a été reconnu coupable et passera le restant de sa vie derrière les barreaux. Il a été condamné à 150 ans de prison. Depuis sa condamnation, il a donné plusieurs versions des faits. La première était qu'une voix lui aurait ordonné les meurtres. Plus tard, il a affirmé que sur son site officiel que c'est avec la complicité de sa sœur qu'il aurait commis les meurtres. Des années plus tard, la famille Lutz emménage dans la maison d'Amityville abandonnée. Ils affirment avoir été victimes de voix bizarres, de courants d'air glacés et de croix inversées sur les murs. Le film d'Amityville s'inspire plus spécialement de cette partie de l'affaire avec la famille Lutz. Finalement, la famille ne resta que 28 jours dans la maison, effrayée par les divers phénomènes paranormaux. Numéro 3, La colline à des yeux. Ce film raconte l'histoire d'une famille qui décide d'aller passer des vacances en Californie. Pour raccourcir le trajet, ils empruntent un raccourci. Malheureusement, cette route désertique va les mener tout droit dans la gueule d'une tribu cannibale qui vit dans les collines. Le réalisateur a déclaré plus tard qu'il s'était inspiré de la légende d'Alexander Bean. Au XVIIe siècle, Alexander était le chef d'un clan écossais de 48 membres qui était composé de ses enfants et petits-enfants. La plupart de leurs unions étaient incestueuses. Ils vivaient dans une grotte de la campagne écossaise. Lorsque la nuit tombait, cette famille piégeait des voyageurs, les tuait et les mangeait. Quand le roi d'Écosse, Jacques, apprend leur présence, il envoie une troupe de 400 soldats pour retrouver ces cannibales. Le clan est finalement capturé vivant et est emmené à la prison d'Édimbourg. Ils sont exécutés sans procès. Pour les hommes, leur partie génitale est coupée, ils sont condamnés à saigner jusqu'à ce qu'ils meurent. Les femmes et les enfants sont forcés à assister à leur mort et sont brûlés vifs.
Numéro 2, Open Water. Ce film, qui raconte l'histoire de deux plongeurs qui se perdent en mer, est basé sur la réelle histoire de Tom et Helen Lonergan. Le 25 janvier 1998, ce couple américain plongeait dans la Grande Barrière de Corail. C'est alors que leur bateau de plongée quitte le site de plongée sans eux. Les opérateurs avaient mal compté le nombre de plongeurs à bord. Ce n'est que 2 jours plus tard, quand les affaires personnelles du couple ont été découvertes à bord, que leur absence a été remarquée. Malheureusement, ils n'ont jamais été retrouvés. Quelques semaines plus tard, des pêcheurs trouvent une ardoise du plongeur. Celle-ci permet de communiquer sous l'eau. Ces mots étaient inscrits dessus. Lundi 26 janvier 8h, pour tous ceux qui peuvent nous aider, nous avons été abandonnés à Saint-Crispin le 25 janvier à 15h. S'il vous plaît, aidez-nous, venez nous sauver ou nous allons mourir. Au secours. Les autorités pensent qu'ils se sont noyés ou ont été emportés par des requins. Dans le film Open Water, pour faire encore plus vrai, les cinéastes se sont servis de vrais requins vivants plutôt que de requins mécaniques comme ceux utilisés dans les dents de la mer. Ils mesuraient entre 2 et 3 mètres et selon les experts, ils étaient quand même habitués à la présence humaine. Numéro 1, Zodiac. Ce film raconte l'histoire d'un tueur en série qui assassine des hommes et des femmes. Après chaque crime, il contacte les services de police et les journaux pour revendiquer ses crimes. Il accompagne ses lettres par des énigmes que les policiers essayent de déchiffrer. Le tueur du Zodiac a bel et bien existé, c'était un tueur en série à qui ont été attribués de façon certaine 5 meurtres, 2 tentatives de meurtre et un enlèvement. Mais au-delà de ces faits, il a été soupçonné d'une série de meurtres entre 37 et 200 selon les auteurs. Entre les années 1968 et 1969, il revendiquait ses crimes à travers des courriers énigmatiques envoyés à la presse et à la police. Il y inscrivait des messages codés et signés d'un symbole. Voici l'une de ses lettres. C'est le Zodiac qui vous parle. Je suis l'assassin du chauffeur de taxi sur Washington la nuit dernière. Pour le prouver, voilà un morceau de la chemise taché de sang. Je suis le même homme qui s'est fait les gens dans le nord de la baie. La police de San Francisco aurait pu m'attraper la nuit dernière s'ils avaient cherché correctement dans le parc au lieu de faire des courses avec leur moto pour voir qui faisait le plus de bruit. Les conducteurs auraient pu simplement garer leur voiture et rester assis tranquillement à attendre que je sorte de ma cachette. Les enfants des écoles sont de belles cibles, je pense que je vais éliminer un bus d'écoliers un de ces matins, tirer dans un pneu avant et choisir les gamins qui sortiraient. Malgré le long travail des enquêteurs, personne n'est parvenu à arrêter cet assassin qui abattait ses victimes choisies au hasard sans motif apparent que de les voir mourir. Personne ne sait s'il est encore vivant, à ce jour son identité reste encore une énigme. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu, merci à Octana Gaming pour cette idée de top 10, si vous aussi vous voulez que je traite des sujets particuliers, n'hésitez pas à me les transmettre en commentaire, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, à la prochaine.